Comment ça va, Pascal? Ça va bien et toi? Tu t'es remis de cette victoire du PSG? Absolument, c'est historique. Franchement, C'est ce qu'ils ont historique. fait, c'est super. Ils ont dominé cette finale contre l'Inter d'une main de maître. 5-0 mérité. Donc, on commence bien la semaine. Toi, tu es pour le PSG, hein? Tu oses Ah pas trop oui, dire. Ah oui, depuis longtemps, ok, ok. depuis l'âge de 10 ans, je pense, comme ça. 10-12 Bon, ans. ok, ça compte. Donc, non, parce que t'en as, ils te disent oui, vous supportez le PSG depuis qu'il y a les Qataris qui sont venus Bien sûr. avec la mallette de billets, mais ça date depuis longtemps, bien avant. Ok, T'as bah c'est regardé un beau. petit peu ou pas, toi? Écoute, non. Fils a regardé et puis il m'a fait un compte rendu, mais moi, je ne suis pas hyper mordu du foot, on va dire. Ok. C'est bien, c'est intéressant ça. T'as l'honnêteté de le dire. Écoute, Tu bullshit pas. j'ai essayé, mais euh, je, je- je, je peux très bien participer à un événement social et puis faire plus ou moins semblant de m'intéresser en faisant de petits commentaires bien placés, des choses un peu, tu vois, des questions ouvertes, machin, une espèce de, hmm, tu vois, mais pas trop. Parce que quand on n'y connaît rien, mieux vaut se taire. Non, j'ai pas une immense passion pour ça, mais c'est très cool. Ce qui m'a bien fait rire, c'est de voir les 264 voitures qu'on brûlait après. Ah oui, c'était le bordel, C'était ouais. c'était le bordel. Mais je Malheureusement, suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont un immense plaisir à ce que Paris gagne. Et puis c'est chouette. Ça m'a fait mal au cœur pour Mbappé. Il part, bim, ouais. euh, il gagne. Bon, chaud. Voilà. Bon, il a Non, tweeté félicitations et tout, mais je bien pense que sûr. psychologiquement, ça doit pas être facile, hein, parce que c'est vraiment une année après son départ. Mais s'il Bah était oui. là, je pense pas qu'il aurait gagné. Parce que Oh, là, le système de jeu, ouais, le système de jeu de Luis Enrique, il demande énormément d'efforts aux attaquants, oh, notamment le de défendre. statement. Oui, Oh, oui, le c'est sûr. statement. Même si je l'aime beaucoup, Mbappé, je l'ai même Bien sûr. suivi quand même quand il est, enfin, au Madrid, il a marqué plus de 40 buts, donc il a fait une saison hors norme. Donc franchement, toujours un excellent joueur, mais pour le PSG, avec, comme je t'ai dit, le système de sacrifier, d'abnégation, je pense pas qu'il aurait couru autant que Dembélé et les autres devant. Donc il n'y a pas de hasard. Là, c'est vrai que Luis Enrique, c'est un peu le Steve Jobs du foot, où Ok. au niveau stratégique et tactique, il est au-dessus. Une Wow. domination. Beau compliment. C'est vrai. Magnifique. Donc, pour fermer cette parenthèse footballistique, tu as une grosse semaine hein, avant de rentrer dans le vif du sujet. Oh Tu as my pas mal goodness. d'événements, toi. Ouais. Demain, on donne une masterclass IA à la faire à Genève. Enfin, demain, Fédération des entreprises remonte. voilà, sur comment intégrer l'IA dans sa stratégie. Ça T'as va être préparé les chouette. slides. C'est bon? Oui, 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 non, là, oui. Non, je vous explique pourquoi Younes fait cette remarque. Ça a l'air impertinent, mais c'est complètement. Il a le droit de me chambrer à vie. Parce qu'il m'a très gentiment invité à un événement qui avait lieu où? Chez EY, c'est ça? À Chez Genève? ouais, ouais. En Ernst début. Young. Voilà, en fin 2024, quelque chose comme ça? Non, ça passe Non? vite, mais c'était là le 6 février 2025. Oh my Ça passe goodness. trop vite, laisse tomber. Sérieux. Et puis, moi, j'accepte avec plaisir. Et puis, bon, je me suis vraiment laissé dépasser par les événements et je terminais ma présentation en écoutant les autres intervenants. Là, c'était un peu chaud. Mais non, non, là, je suis tout à fait prêt. Et puis, tu es presque obligé parce que c'est un cours assez interactif où il y a une soixantaine de chefs d'entreprise. Et puis, le niveau n'est pas forcément très homogène. Il y a des gens qui ont jamais utilisé l'IA de leur vie, presque un sur deux, ce qui est quand même beaucoup. Et puis, tu as des gens qui sont tout à fait pointus puis qui viennent chercher un conseil tout à fait particulier. Donc, déjà, pour pouvoir s'adapter à ces différentes sortes de public, il faut bien se préparer. Et puis, c'est en fait assez court. La dernière fois c'est 6 ateliers qui ont lieu chaque premier mardi du mois. Et la dernière fois, en fait, on a présenté pendant à peu près 1 heure, mais ça s'est prolongé sur 30, 45 minutes après. Donc là, j'ai Ah essayé oui, de mieux cadrer la chose. tu avais Et des groupies qui t'attendaient après ouais, après la session. Il y avait une dizaine de personnes, j'en témoigne, ouais.
Donc là, on va essayer de faire les exemples en fait pendant la présentation pour directement refaire une stratégie pour les gens. Mais ça requiert qu'en fait les gens qui sont auditeurs de secours soient prêts à partager en fait des éléments de leur business, ce qui les inquiète, etc., etc., tu vois. C'est toujours ça qui est compliqué quand tu refais une stratégie. Et puis, je vais aussi redéfinir ce qu'est la stratégie d'entreprise parce que souvent, on en parle, mais il y a peu de gens qui la pratiquent et qui savent réellement ce que c'est. Une stratégie, c'est pas un plan stratégique, c'est pas une tactique, c'est pas un projet, c'est quelque chose d'autre. Donc, il faut quand même qu'on définisse un peu les termes avant d'expliquer comment on va intégrer l'IA dedans. Ok. Et le deuxième événement, c'est Panoramai. D'ailleurs, il y a un code, t'as un code de réduction pour ceux qui veulent s'inscrire. Panoramai.ch. Donc, c'est un sommet sur l'IA qui commence demain et qui dure 3 jours. La journée qui va probablement le plus intéresser les auditeurs, c'est le 4 juin. Donc, mercredi, où en fait on va couvrir, enfin c'est organisé par Raphaël Briner et on va couvrir cette tsunami de l'IA dans les entreprises, les institutions publiques, etc. Conférence de très très bon niveau avec une 60aine de speakers et on a un code promo Younes YOUNESS et si vous allez sur panoramai.ch vous pouvez vous inscrire avec ce code promo qui vous donne lieu à un rabais conséquent, mais dont j'ignore maintenant, je crois que c'est 30%, je ne suis pas sûr. Un truc comme ça. Essayez, vous mettez le code, ça vous fait le rabais, puis vous jugerez. Mais c'est une bonne conférence, je me réjouis. Et là, moi, j'interviens comme modérateur, mais ce soir, on a la soirée qui est dédiée aux speakers. C'est cool, aux ça. organisateurs. Ouais, c'est cool. Ouais. Tu peux venir d'ailleurs, mais Moi, je suis pas speaker, moi, je serai participant mercredi. Non, mais tu peux venir comme mec qui a un code promo à son nom. C'est vrai, je suis honoré. Vous êtes qui? Je suis Younes. Ah, ok. Si tu viens à l'événement, tout le monde va te serrer la main, béat d'admiration, parce que tu auras fait ton rabais. Hein? Younes, c'est comme ça. Ça distribue. Rainmaker. Rainmaker. Non, en tout cas, je te remercie pour toutes ces infos. Et puis, si vous avez des questions sur toutes ces questions stratégiques et liées à l'IA, n'hésitez pas. Hein. On mettra ton site internet, comme ça les gens ils peuvent aller s'instruire. S'ils posent une question qui a rapport à l'IA dans les commentaires, on y répond direct. Direct, ouais, c'est comme vrai. Ça, en open source, dans YouTube, on traite tout problème. Direct. Let's go. Let's go. Aujourd'hui, la thématique, Tim Cook, Apple, Trump, 20 milliards de tarifs, ça commence à foutre le bordel, Trump. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, il y a beaucoup à dire. Il y a un mec, un géopoliticien qui est assez intéressant, qui parle. Dans des situations comme ça, en fait, il faut prendre du recul et puis regarder les tendances longues, parce qu'il y a trop d'événements à court terme. D'accord ? Une analogie qu'on pourrait faire, c'est que jusqu'à maintenant, on était dans une grande Mercedes classe S sur une autoroute bien goudronnée, tout allait tout droit. Et ce que les entreprises ou les gouvernements avaient à faire au mieux, c'était de se déplacer sur la gauche pour dépasser, puis de se remettre dans la file de droite. Tranquille le chat, de temps en temps s'arrêter à la station essence, mettre un petit peu de benzine. Mais la vie était souple et simple. Il n'y avait pas tant de grandes décisions à prendre. La mer était calme. Donc, mer d'huile, vent arrière. Et là, en fait, les choses ont changé parce qu'on assiste à la mise en place de cette multipolarité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que les États-Unis qui sont une grande puissance mondiale, mais il y a l'émergence de la Chine, en partie de la Russie, les BRICS. Donc, il n'y a plus un seul qui domine, mais il y en a plusieurs. Et il y a Peter Zeihan, qui est un analyste, un géopolitologue assez controversé, hein, faut pas prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre, mais
il dit qu'en fait, on arrive à la fin de ce monde où en fait les États-Unis polissaient les mers. Donc ça veut dire que voilà, ils avaient tout leur porte-avions et leur flotte qui était un petit peu partout autour du globe, et qu'en fait, ils faisaient régner le calme sur les mers, ce qui faisait qu'en fait, on pouvait faire du commerce avec n'importe qui dans de très bonnes conditions et surtout des conditions prévisibles. À partir du moment où tu as des tensions en mer de Chine, tu as des tensions avec la Chine, avec tout le sud-est asiatique, c'est pas que la Chine, ça devient beaucoup plus compliqué en fait de raisonner et de fabriquer à une échelle globale. Ça veut dire que les grands centres de pouvoir se repositionnent à un niveau qui est plus local. Ça veut dire que les États-Unis, et c'est ça que fait Trump, en fait, ils se reconcentrent sur l'Amérique du Nord, inclus l'Alaska, parce que et le Groenland, c'est le prolongement un petit peu de leur géographie, un petit peu et puis l'Amérique centrale, on va dire, Mexique, mais qui commencent à se désengager en fait des affaires du monde. Si tu veux, leur sphère d'influence, en fait, elle se réduit, ils se concentrent sur eux. C'est pour ça qu'ils essayent de rapatrier des jobs. Est-ce qu'ils arriveront ou pas? Je ne sais pas. Et ils sont en train, petit à petit, de perdre ce privilège extraordinaire lié au dollar, qui était en fait la monnaie d'échange pour le pétrole et l'énergie. Et maintenant, c'est en train, ça va prendre 10, 15, 20 ans, mais ça a commencé à leur échapper, ce qui fait qu'ils doivent diminuer un peu leurs dettes, leur train de vie, etc. etc. Donc, les États-Unis, au lieu de rayonner sur toute la planète et de faire la police pour le commerce mondial, ils se recentrent sur leur zone d'influence. D'accord? Donc, le commerce par bateau entre le Mexique et l'Amérique du Nord, ça marchera toujours. Mais parce que ça, c'est leur ère de domination. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué pour les grandes entreprises multinationales type Apple qui, en fait, à mon sens, et je ne sais pas, c'est pas du tout une critique, mais je pense qu'une multinationale, en fait, elle est pas attachée à un pays plus qu'à un autre. Elle est où elle est de tel pays en fonction du vent et des intérêts qui la servent, mais elle va chercher les talents là où ils sont, que ce soit en Californie, en Chine, en Australie ou en Russie. Et en fait, les grands patrons, les grands industriels, d'ailleurs, Arnaud, il disait, si ça se passe comme ça, on va aller au Stock Exchange à New York. Ouais. Michelin explique qu'il faut que l'Europe réfléchisse bien parce qu'ils essayent à tout prix et de manière assez courageuse de maintenir des jobs en France pour des jobs à valeur ajoutée, mais qui pourront au bout d'un moment plus le faire. Ça veut dire qu'en fait, le lien ténu qui a pu exister entre une entreprise très locale et son pays, il est en train de se liquéfier pour une raison très simple, c'est que ces entreprises, elles sont multinationales, comme le nom l'indique, donc beaucoup moins rattachées à un pays en particulier. Et là, il y a un équilibre qui est très délicat entre le pouvoir politique et puis le pouvoir des industriels et des entreprises. À la fin, c'est quand même toujours le politique qui gagne. C'est le pouvoir plus que l'argent. C'est ce que Musk vient de comprendre en partant du gouvernement américain. Mais le pouvoir, c'est un truc dangereux. Et je pense que les multinationales, elles sont en train de repenser un petit peu leur géométrie. Mais en général, une multinationale, elle est beaucoup plus fidèle à elle-même qu'au pays qui l'a vu naître, par exemple. D'accord. Donc, en fait, elle va exploiter en fait, les avantages légaux des différents pays. Typiquement, Apple, ils rapatrient tout leur profit en Irlande où ils ne payent pas d'impôts, quand bien même ils vendent des tas d'iPhone en Suisse, en France, en Allemagne et en Belgique. Mais voilà, tout ça, ça échappe à l'impôt. Apple, c'est une société qui est beaucoup moins taxée que la première PME genevoise venue. Ce qui est là, donc c'est un peu raide. Et puis pourquoi? En fait, c'est pas du tout parce que ce sont des génies, mais quand tu as une multinationale avec beaucoup de moyens, tu peux en fait t'implanter dans les lieux et les régions qui t'arrangent pour bénéficier du droit en fonction de tes intérêts à toi, mais pas de l'intérêt des différents pays. Ce qui change maintenant, et c'est pour ça que c'est intéressant de parler de Tim Cook, d'Apple et de la Chine, c'est que on était dans ce truc complètement convenu et tranquille où tu fabriquais en Chine et ça se passait bien et tu envoyais tes produits jusqu'aux États-Unis, en Europe, en Afrique, partout.
Et puis là, tout d'un coup, le fait de déplacer ces produits, c'est compliqué. Il peut y avoir des barrières douanières qui changent tous les 10 jours. Il y a toute une série de problématiques nouvelles qu'on n'avait pas il y a 20 ans, ou beaucoup, beaucoup moins. Et justement, les annonces, ça serait jusqu'à 22 milliards de coûts pour Apple. Et du coup, un iPhone pourrait monter jusqu'à 2 ou 3 000 $. Donc, tu penses que s'ils n'arrivent pas à négocier, donc bon, ça c'est pour la fabrication des iPhones en Chine, on parlait dans le dernier épisode avec Foxconn, mais là, ça serait en Inde. Donc, ils essayent de faire les malins, d'esquiver et puis de fabriquer en Inde, mais potentiellement, ça serait plus de 20 milliards, quand même, c'est énorme. J'y crois pas. Je pense qu'en fait, ils vont simplement se désaméricaniser si besoin. Ils seront obligés d'en vendre toujours aux US, c'est ça en fait. Ouais, ça dépend si les US, ça reste le plus grand marché. En termes de pourcentage, c'est quoi déjà? Attends. Je suis pas sûr qu'à l'avenir, les US, c'est le marché de demain. Ah, tu penses, tu le vois comme ça, toi? Les États-Unis, c'est 350 millions d'habitants. La Chine, c'est quoi? 1,4. L'Inde, c'est les mêmes ordres de grandeur. Donc, d'un côté, tu as 350 millions de gens, puis de l'autre côté, tu as 3 milliards, 3-4 milliards de gens en Asie. Je sais pas. Ouais, mais tu as quand même une concurrence accrue avec Android. En Chine, tu as Huawei et tout. Donc, je ne sais pas s'ils seraient capables de se priver du marché américain. Enfin, j'imagine que c'était quoi la dernière rencontre Tim Cook-Trump, c'était en février 2025. Là, j'imagine qu'ils vont bientôt se revoir pour Du pour coup, il y a eu négocier une un deal, exemption pour les taxes pour les appareils faits par Apple. Hein. Oui, il a Voilà. réussi à bien négocier. Oui, puis le levier d'Apple, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on fait du design en Californie, mais demain, on pourrait le faire ailleurs. Ouais. Et puis, je pense que tu as un autre levier aussi, c'est que l'expression travailler comme un Chinois, c'est pas l'expression travailler comme un Américain. Bon, il y a ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils sont prêts, les Américains? Ok, on rapatrie tout. Bon, l'iPhone, il va passer à 3000 balles. Donc, même nous, en Suisse, bon pigeon, on ne paierait pas un smartphone à 3000. Et puis que tu n'as pas la main-d'œuvre aussi, ni qualifiée, ni les usines, et puis ni l'envie des citoyens américains de faire 500 000 téléphones par jour, quoi. Non, mais il n'y a aucune raison qu'en Suisse, le prix des iPhones augmente parce qu'on ne sera pas touché par ces tarifs-là. Ils peuvent le lisser au niveau mondial, tu sais, comme ils font surtout, quoi. On paye Oui, déjà plus ils cher vont le essayer Netflix. d'utiliser cette excuse pour augmenter les prix, mais tu peux très bien avoir une corporation en Asie, en fait, qui fait l'import directement dans les pays européens. Je ne suis pas si sûr. L'avantage d'avoir une multinationale, c'est que tu fais un peu comme tu as envie. Au bout d'un moment, si le pouvoir politique décide qu'en fait, il faut que tu te taises et que tu gardes tous les jobs en Californie, ils peuvent le faire, bien sûr. C'est toujours une possibilité. Mais je pense que ce que les multinationales vont faire, c'est qu'elles vont se liquéfier encore plus, en fait. Si les pôles de pouvoir deviennent plus importants et plus ronchons ou plus dangereux, ils vont se désengager encore plus du territoire qui les a vus naître. Ouais, puis j'imagine que post-Trump, le futur président, il va pas mettre la pression autant que lui met sur Apple, quoi. Je sais pas qui ça sera, mais Ça, je suis on pas peut sûr. imaginer que ce soit temporaire. Non, je sais pas. Ça, je suis pas si sûr. Mais tu sais, Trump, à mon avis, il faut distinguer les rotomontades. Ouais, c'est un bullshitter un peu. Et puis the art of the deal et tout ce cirque qui fait. Des fois, Trump, il donne l'impression qu'en fait, si tous les matins, il fait pas la une de tous les journaux et de toutes les télés, il a perdu sa semaine. Tu vois? Donc, il y a ce truc un petit peu de télé-réalité où tu occupes le terrain. Mais moi, je me méfie toujours, en fait, de ce qui nous est exposé. Tu vois, il y a un certain nombre d'informations qu'on reçoit, d'autres pas. Maintenant, je pense quand même que Tim Cook, vu la qualité du bonhomme, c'est quand même un spécialiste de la supply chain. Donc, le problème qu'il y a maintenant à régler, c'est son cœur de métier. Donc, ils vont mettre en place des initiatives pour faire croire qu'ils rapatrient des usines aux États-Unis, ce qui va leur permettre d'obtenir des tas de passe-droits de tous les côtés. C'est probablement comme ça qu'ils vont faire. Ils vont dire, écoutez, on veut bien faire une usine, mais si on fait ça, alors il faut nous aider pour tel et tel processus, etc.
Et puis, il y a fort à parier que les usines. Attends, je peux te couper là-dessus? Vas-y. Est-ce que tu penses que c'est Apple qui fera des usines ou justement ils vont mandater Foxconn à ouvrir une usine en plus parce que Apple justement, enfin, ils outsourcent Mhm. tout le process, quoi, sauf le design, comme tu dis. Donc, qui est-ce qui va le faire, ça? L'un ou l'autre, en fait, ils ont assez de ressources pour pouvoir choisir. Ils feront peut-être les deux en parallèle et puis que le meilleur gagne. Mais c'est pas un truc très, très important. Ce qui, par contre, est assez probable, c'est que s'il y a une nouvelle usine aux États-Unis, Apple va utiliser en fait cette demande de Trump ou du gouvernement américain pour obtenir des tas de passe-droits. Tu C'est dis, oh, clair. bah, écoutez, quand même, c'est difficile, quand même, mettez-vous à ma place. Puis là, Il ils faut t'aident. mettre 1 ou 2 milliards de. Ouais. Voilà, il faut nous sponsoriser ci, ça, ça. On ne prête bien qu'aux riches, hein, comme dit l'adage. Et puis l'autre chose, c'est que probablement que cette usine, il n'y aura pas d'employés. Peut-être robotisé. Ben, Ouais, bien mais sûr. lui, justement, il veut des emplois, Trump. Il Ben fait oui, ça pour mais amener des emplois. Mais qui est-ce qui va bosser là-dedans? Ça, c'est clair. ouais, puis je pense que ça va permettre de faire encore un saut de qualité, d'améliorer les devices, l'intégration. Il y a aucune raison que ça crée beaucoup d'emplois. C'est un peu comme un data center pour l'IA. C'est en fait une grosse boîte avec des gros fils de cuivre pour amener de l'électricité. Il y a des gens qui sont là pour fabriquer ce truc une fois et le maintenir, mais c'est extrême, ça représente extrêmement peu d'emplois. Humains, j'entends. Ouais. Après, ils ont justement enfin, délocalisé la production d'iPhone en Mhm, Inde. Je crois que c'est 25%. Et puis, tu as le mhm, Vietnam pour les iPads et mhm, puis les Apple Watch. mhm. Donc, ils ont trouvé déjà des manières d'esquiver un petit peu. Mais tu Mais sur... remarques qu'en fait, tous les centres de production, ils sont en Asie. C'est parce que Ah c'est oui, le marché. C'est là que le centre de gravité en fait de l'économie mondiale, il est là-bas. c'est eux qui ont le savoir-faire, on pourrait dire. Pas que, c'est aussi là qu'il y a les clients. Bien sûr qu'il y a le savoir-faire qui est là-bas, mais il y a aussi les clients. Ça veut dire que tu fabriques près de l'endroit où tu vends. Donc tu Ouais. diminues le temps de transport. Parce que le problème, c'est quand l'Inde et la Chine, il y a quand même l'Himalaya, c'est quand même une grosse, grosse montagne. Donc tu produis d'un côté de la chaîne et de l'autre. Et puis après au Vietnam, où c'est un ancien pays communiste. Enfin bref, je veux dire, je trouve quand même assez frappant que les trois centres de production, notamment les deux nouveaux qui ont été choisis, ils soient en Asie. C'est pas par hasard. Ouais. Est-ce que tu penses justement que avec tout ça, en fait, on a pu voir ça dans l'industrie auto avec BYD Mhm. versus Tesla et tout, et justement avec ces taxes sur les iPhones, tu penses que les États-Unis peuvent se tirer une balle dans le pied par rapport aux autres concurrents? Ou Ah, les autres pourraient ouais, prendre de l'avance et j'en tout, et suis puis. sûr, ouais. Je pense qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied parce que ce qui va leur arriver, c'est le syndrome des Galapagos. Quand tu mets des tarifs, ce sont d'immenses barrières douanières. Par exemple, prenons l'exemple de la Suisse. On n'a pas d'industrie automobile. Donc, en fait, on peut acheter une Volkswagen Golf, on peut acheter une BMW, une Mercedes, mais on peut aussi acheter une BYD ou une Tesla. Ben voilà, nous, on a tous les produits du monde qui peuvent arriver ici en matière d'automobile. On dit ben, que le meilleur gagne. Si les voitures chinoises sont 2, 3 fois moins chères pour une qualité équivalente, ben, on va rouler avec des voitures chinoises, mais c'est pas très grave. Ouais. Simplement, les citoyens suisses ils pourront acheter plus de voitures pour un prix donné. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand tu as une industrie intérieure de la voiture, comme par exemple en France, si tout d'un coup, tu as des voitures de conception et de fabrication chinoise qui débarquent en France pour la moitié, le tiers ou même voire le quart du coût, alors tu as un gros problème parce que là, tes constructeurs locaux, ils disparaissent. Donc, tu mets en place des barrières douanières pour protéger ton industrie locale. C'est un peu ce qui a été fait, par exemple, en Europe pour l'agriculture, etc. Donc, c'est complètement OK de mettre en place des barrières douanières pour soutenir un peu l'industrie locale. Là où c'est un peu dangereux, c'est qu'en fait, c'est comme si tu leur faisais un chèque en permanence puis que tu les protégeais de la concurrence. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que l'industrie en Suisse, elle est si résiliente et si robuste, c'est qu'on est passé à travers toute une série de crises avec le quartz qui a amené à l'invention de la Swatch, etc., etc. Donc l'industrie de l'horlogerie, elle n'a de cesse que de se réinventer. Et comme il y a peu de barrières douanières, eh ben, ça donne un tissu économique qui est très agile, qui est capable de se réinventer, de muter,
de proposer de nouvelles choses. Et c'est un petit peu comme de faire de la gym, si tu veux. Si tu fais jamais de sport, en fait, tu es tout rouillé. Puis le jour où tu dois tout d'un coup faire un marathon, ben, c'est très dur. D'accord? Et le problème de ces barrières douanières, c'est que ça va très certainement un peu anesthésier ou ramollir le tissu industriel américain. D'accord? Deuxièmement, pour rapatrier en fait des jobs aux États-Unis, ça va prendre des années. Une usine, ça ne se construit pas comme ça en 3 mois. Et puis, donc, tu vois, il faudra voir qui sera le prochain président, comment ça va se passer. Est-ce que ça a simplement une pertinence? Je ne suis pas sûr du tout. Et puis, je pense que le plus gros problème pour les États-Unis, c'est la volatilité si tu veux, le fait qu'ils rajoutent en fait du stress dans le système et de la non-prévisibilité. Ouais. Et je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, hein, le grand pouvoir économique des États-Unis, bien sûr qu'ils ont une économie absolument incroyable qui est capable de rebondir, mais en fait, c'est petit les États-Unis. C'est plus la première économie du monde et c'est pas du tout la zone géographique où ça se passe. Ils ont un Ça se passe déficit en de Asie. natalité aussi. Et en plus, Donc, mais sur le long terme. n'empêche, ils sont 350 millions, tandis que l'Asie, si tu comptes la Chine, l'Inde, le Japon, enfin l'Indonésie, c'est plus, je sais pas, ça doit faire plus de 4 milliards de gens. Ouais. En gros, tu as une personne sur 2 dans le monde qui vit en Asie. Et ben voilà, Tim Cook, il doit faire 2 nouvelles usines, il en fait une au Vietnam et une en Inde. C'est clair. Tu vois? Parce que si c'est là que réside la majorité des clients dans la décennie à venir, ça veut dire que, ou les 20 ans à venir, ça veut dire que c'est là que tu vas essayer de produire près de là où sont tes clients. Ça diminue aussi tes coûts de transport, ça diminue ton risque de transport. Donc les États-Unis, ils risquent de se mettre de subir le syndrome des Galapagos que Darwin a décrit. Les Galapagos, c'est une petite île qui n'a plus été en lien avec le continent, puis il y a toute une série d'espèces locales complètement bizarres qui se sont développées parce qu'elles étaient en fait protégées de tout. Ouais. Donc, je ne suis pas sûr, si tu veux, il y a différents niveaux de lecture, mais si tu veux, à terme, je ne suis pas tout à fait certain du bienfait pour l'économie américaine. Et je ne suis pas du tout certain de la loyauté des entreprises américaines, qui sont nées aux États-Unis à l'égard des USA. Pas du tout. En Chine, ils ont réglé le problème. Hein. Jack Ma, il a expliqué aux banquiers en Chine qu'ils étaient trop régulateurs et pas assez ambitieux. Le mec, il a disparu pendant 2 ans. Et maintenant, il est prof à Tokyo en agriculture durable ou un truc comme ça. Le mec, il a plus d'avis. Tu vois? Mais en faisant ça, en fait, le Parti communiste chinois, ils ont envoyé un gros message. Ils ont dit, les gars, vous ne faites pas les marioles parce que si vous nous manquez si vous manquez un petit peu d'égard envers nous, ben, vous aurez de gros problèmes. Donc ça n'incite pas non plus un capitalisme très vivace en Chine. Si toi, maintenant, tu as une entreprise qui se développe à fond, si tu la relocalises en Chine, déjà, si d'un coup, tu commences à prendre un peu tes aises, tu pourrais finir en agro-agriculture ou en permaculture. C'est dur. Donc, chaque système a ses avantages et ses inconvénients, mais je pense que là, ce à quoi on assiste, en fait, c'est un espèce de repli sur soi avec des grands charivaris. Donc, de regarder l'écume des vagues comme ça ou l'écume des jours, ça vaut rien. Il faut vraiment regarder à long terme. Mais à mon sens, en fait, Apple, il se recentre sur l'Asie, plus qu'avant. C'est intéressant ce que tu dis parce que même en se recentrant sur l'Asie, en Chine, les ventes ont chuté de 6% en 2024, comme ils disent, face à la concurrence de Huawei et Xiaomi. Donc, je pense vraiment que c'est de mauvais augure. Donc, les téléphones, ils augmentent. Tu vas avoir des tarifs de dingue. En termes d'IA, ils sont complètement à la ramasse par rapport à Android, à Google et autres. Toutes leurs fonctionnalités, elles sont pourries, ne serait-ce qu'un petit résumé sur les iPhone 16 Pro, il y a eu des bugs et ça continue. Donc, c'est un peu, on va dire, les 5 prochaines années où ils peuvent se retrouver facilement en danger, quoi. Parce que tu n'as plus ces monopoles comme il y a dans l'automobile. Ouais. Si les gens, ils ont pu passer de Renault à BYD ou de Tesla à BYD, ils n'auront aucun scrupule à le faire avec leur iPhone
Évident, à Android, quoi. évident. Ceci dit, je pense qu'Apple va vendre sa peau assez cher. Je pense pas, de loin pas qu'il soit foutu. Alors, il y a ce problème de production, mais à mon avis, c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose. C'est quelque chose qui gère depuis des années. Et encore une fois, Tim Cook, son expertise et son expérience, elle est dans la supply chain. Donc, il n'y a pas un mec plus calé que lui pour gérer ça. Je pense que le gros danger qu'ils ont, c'est le tsunami de l'IA. Il va en Mm. fait changer les modes d'interaction et la UI. Et on en avait parlé, mais la stratégie d'Apple, c'est de faire des ordinateurs qui mettent partout sur ta table, dans ta poche. Ça s'appelle un iPhone, sur ton poignet, ça s'appelle une Apple Watch. Ouais, Apple Watch, ouais. et même maintenant dans les oreilles pour faire la traduction automatique et autres. Mais c'est clair que si le gouvernement chinois décide qu'en fait, il n'y a d'OS, d'operating system autorisé que ceux qui contrôlent, ils perdent un gros bout de Mais c'est clair. l'avantage qu'ils ont. Mais c'est clair. Ouais. Mais je pense pas qu'ils le feront parce que c'est pas tellement dans l'intérêt de la Chine. Ils le feront que s'ils pensent qu'en fait leur souveraineté elle dépend de ça. Et je sais pas. Tu sais, c'est des grosses négociations. Les Chinois ce sont des commerçants, donc ça m'étonnerait qu'ils se privent en fait de choses qui fonctionnent bien. Mais c'est clair que pour Apple c'est chaud. Et je pense qu'en fait cette menace là, s'il veut pas l'obsolescence, mais le fait que leur operating system, ils deviennent moins uniques, moins prisés, moins différenciateurs, et le fait qu'ils vont devoir intégrer l'IA, ça c'est vraiment deux gros sujets qui peuvent plus prétériter leurs intérêts, à mon avis. Mais tu sais que je crois que c'était depuis 2023, les fonctionnaires chinois, ils ont interdiction d'utiliser des iPhones. Mhm. Donc, il y a quand même certaines restrictions, même s'ils fabriquent pour les personnes qui sont, enfin, qui vivent là-bas, Mhm. c'est quand même plus compliqué. On sait que les Bien Chinois, sûr. ils poussent toujours leurs propres produits. Bien sûr, mais s'il veut, il y a aussi des limites à ce système, parce qu'en fait, quand tu pousses toujours tes propres produits, déjà, ça coûte cher de le faire, parce qu'il faut soutenir une industrie à bout de bras. Ensuite, tu te tires partiellement dans le pied parce que tu bénéficies plus des mécanismes de marché pour obtenir des technologies qui soient plus innovantes et plus diversifiées. Donc, en fait, tu assèches les choses parce que tu les commandes du haut. Donc, s'il veut, il faut regarder les différents horizons de temps. À court terme, ça peut faire extrêmement mal à Apple, il n'y a pas de doute. Ouais. C'est clair. Mais à long terme, en fait, si tu es maintenant, je te bombarde patron du nouvel OS chinois. Alors bon, déjà, tu nous feras le plaisir de ne pas faire comme Jack Ma, puis de ne pas te retrouver Ouais. disparu pendant 2 ans pour finir en permaculture. Je vais la Mais fermer. comme tu es un homme intelligent, tu vas te la fermer. Et puis du coup, en fait, tu fais des ventes automatiques à tout le monde en Chine. Tout le monde utilise ton truc. Bah, forcément que tu vas devenir un peu plus mou du genou. Il n'y a pas de miracle. Tu restes pas affamé et compétitif si en fait tu as une position dominante de fait, tu vois. Et comme la sphère Ce qui est technologique, arrivé à Apple aussi, hein. Au niveau innovation, c'est pas ouf. en partie, oui, c'est Il y vrai, a- mais c'est pas, à mon avis, c'est pas que le niveau d'innovation, c'est le niveau de pognon qui les a stérilisés. Ouais. Quand tu gagnes trop de milliards, de zillions, Mm. il y a un moment, si tu veux, on va juste regarder Apple Quarterly Profit. Boudouboudou. Alors, donc ils font en gros 100 milliards de chiffre d'affaires par 3 mois. 100 milliards tous les 3 mois. Ça, c'est Énorme. le dernier quarter, j'annualise. Tatati, juin, IPS juin. Ils ont 24 milliards de cash flow générés et ils en redonnent, donc ils produisent pour 29 milliards de profit. Donc, allez, en gros, 100 millions, un tiers, c'est de la marge. C'est une dinguerie, ce truc. D'accord? Il Ouais. n'y a pas beaucoup de business où tu génères comme ça 30 milliards. Ça fait 10 milliards par mois. C'est complètement zinzin. Donc, si tu veux, on peut dire à Apple, ouh là là, mais les gars, vous avez été mou du genou. Mais oui, mais quand tu as une
une société qui produit autant d'argent, tu essayes de ne pas foirer, quoi. Ouais. Tu Ouais, mais vois? est-ce qu'ils ont bien préparé l'avenir? Et sachant que c'est Oui, l'IA, mais bien sûr qu'ils ont bien préparé l'avenir, comme Kodak a inventé la photo digitale, mais quand tu fais en c'est une 2022 belle référence. 171 milliards de profits, 171 milliards, donc 171 000 millions de profits. Tu sais, Ah, c'est gigantesque. t'as un truc tout en haut de l'agenda, c'est don't fuck up. Tu vois? Ouais. Don't fuck up. Donc, en fait, ils vont se mettre à innover que quand ils en sentiront un besoin urgent et pressant, ce qui est normal. Parce que quand tu as généré la machine, une des 10 entreprises au monde, c'est historique. Il n'y a jamais aucune entreprise qui a généré autant de cash. Il faut surtout se calmer puis pas essayer de tout réinventer from the ground up, tu vois. Alors Google l'a fait en fait au dernier I.O. Là, ils ont desserré tous les freins à main et ils y sont allés. Mais Ouais. parce qu'ils ont senti en fait le besoin impérieux d'innover réellement. Mais il faut bien voir que quand une entreprise elle gagne trop de sous, trop d'argent, il y a un moment où tu dis bon, écoutez, Younes, vous avez sûrement raison, mais ceci dit, nous on va continuer. Tant que je gagne, tant que je joue, tant que je gagne, je joue. Mais c'est là où tu vois certains, enfin, top managers et grosses boîtes, ils arrivent à tuer la cash cow, comme ils disent. Ils arrivent, mais c'est C'est extrêmement compliqué, rare, c'est hein. clair. Il y a quelques visionnaires, mais c'est extrêmement rare. Et c'est souvent beaucoup, beaucoup, je veux dire, quasi, quasi à chaque fois, en fait, c'est la nécessité qui fait loi. C'est une fois que tu vois, en fait, les profits qui chutent et les ventes qui chutent, bon, ben là, tu mets les bouchées doubles et puis tu te redynamises. Tu le Mais prends comme un signal faible. Donc en 2024, tu as Huawei qui a enregistré une croissance de 36% des ventes au mhm, dernier trimestre, tandis qu'Apple, ouais, ses ventes ont chuté de 13% dans la région du Grand Chine. c'est Donc sûr. 21 milliards de dollars Mais au ça, quatrième quarter. si tu veux, c'était pour ça que je faisais ce commentaire initial en disant on passe d'un monde qui était plat. Ça veut dire tu pouvais Ouais, tu pouvais être d'où tu voulais pour vendre à qui tu voulais. Il n'y avait pas de c'est mort. pôle, d'accord? Et Apple, ils avaient l'immense avantage d'être avec le dollar et les États-Unis, qui étaient la seule puissance leader en fait au monde, seul hégémone. Puis maintenant, il y en a plusieurs. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, où tu peux dire les BRICS. Enfin, tu peux les catégoriser de différentes manières. Ben, le risque pour Apple, c'est qu'en fait, ils vont devoir soit choisir leur camp, ce qui fait qu'en fait, ça les coupe en fait d'un bon bout du marché, mais à choisir, il est assez probable qu'ils choisissent l'Asie, parce qu'il y a plus de clients. C'est aussi simple que ça. Ah oui, en Tu vois? termes de pourcentage, Ouais. c'est clair. Il y a Mais plus. c'est là où justement Trump, avec un peu son Mhm. caprice, tu vois, il est en train de se créer des problèmes pour des grosses boîtes quand même qui. Alors oui, ça c'est vrai, si tu veux, ça dépend de l'horizon de temps auquel tu le regardes. Si tu penses qu'en fait, de toute façon, l'accession de la Chine en fait à ce pouvoir de superpuissance est inévitable. En fait, tu vas passer d'une zone d'influence qui s'étend à tout le globe à une zone d'influence qui s'étend à ton précaré chez toi. C'est Mm. ça qu'ils font les Américains, à mon avis. Et je ne dis pas qu'ils ont raison de le faire, je ne dis pas qu'ils s'y prennent bien, je ne dis pas que c'est finement, qu'ils ont un plan finement ourdi, mais il me semble que, grosso modo, c'est ça qui est en train de se passer. Ils se recentrent en fait sur leur zone d'influence à eux, c'est-à-dire l'Amérique du Nord. On peut aller jusqu'au Groenland, Mexique, etc. Mais bon, voilà, ils rentrent un peu à la maison, ils se concentrent sur eux. Et puis, c'est pas non plus dramatique. Déjà, un, ils ont le droit. Deux, c'est peut-être bien qu'ils ne mènent pas tout le temps des guerres préventives. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus gagné une guerre hein, aussi. Donc, tu vois, il y a des tas de manières de le voir. Et évidemment que des entreprises multinationales type Apple, mais on pourrait en citer d'autres, qui sont quand même dans le monde des atomes et de la physique où il faut Mm. transporter des choses, eh bien, il peut y avoir les Lada, en fait, elles se sont beaucoup moins bien vendues en Europe de l'Ouest. Ou Ouais. les Trabant, ces petites voitures d'autant filles du communisme, ben, on n'en avait pas à Berne. Ah oui, bah oui. Ben oui. Donc, en fait, quand tu as un retour, si tu veux, à des pôles d'influence et de pouvoir qui sont beaucoup plus séparés, ben, tu as une diversité aussi des produits. Et puis, est-ce que c'est si dramatique que ça
que les multinationales, elles puissent plus s'adresser je sais pas, à 99% de la Terre, mais qu'il y ait des endroits où en fait elles soient freinées. Est-ce si grave? Je pense que c'est une bonne chose. Ça permet l'émergence de Je ne sais pas nouveaux. si c'est une bonne chose, mais je pense que Oui, si je tu veux de pense que oui. présenter ça comme un drame, Non, moi c'est je pense que c'est une bonne chose. Je te dis pourquoi. Même si tu Mhm. regardes par rapport à Genève, je ne sais pas Mhm. combien de. Enfin, on est quoi, 600 000 habitants. Si tu regardes la majorité, enfin, il y a plein de Starbucks en ville, tu vois. Ouais. Donc cette globalisation, donc tu veux. Après, si tu connais d'autres endroits, tu peux déguster des cafés assez intéressants. Mhm. Mais tu vas à Dubaï, tu vas trouver des Starbucks. Tu vas à Milan, tu vas trouver des Starbucks. En fait, le problème, c'est que cette globalisation, tu perds les acteurs locaux qui ont forcément moins de budget. Et on le voit avec Amazon qui ont tué plein de petites boîtes et tout, enfin les librairies, etc. Mhm. Et donc, c'est pas forcément une bonne chose, tu vois. Ouais. Alors, Et bon, concernant les librairies, je suis d'accord avec toi, mais concernant les librairies, c'est le digital qui les a tuées, pas tu as quand même beaucoup de gens qui achètent encore des livres, tu vois, mais ils les commandent sur Amazon. plus beaucoup. Tu vas chez Payot, il y a du monde. Peut-être les gens lisent moins. Ça, c'est peut-être Alors, il y a un ça, facteur additionnel. il y a ça, mais si tu veux, c'est en fait le problème de la librairie. Je pense pas du tout que c'est le problème principal, c'est le digital. Les Tu livres penses? lus, les e-books, oui, bien sûr. Et puis que les modèles de distribution sont différents. Fais Ah, l'expérience. il y a rien de. Ça dépend quelle lecture, hein, évidemment, mais je crois que tu n'as rien de tel que de tenir un livre dans ta main. Tu vois, même au niveau cognitif, ça change. Après, bien sûr, tu lis sur Internet, machin, Je ne dis pas, mais je suis d'accord, c'est une manière, mais si tu veux, l'ancienne manière ne disparaît jamais. Par contre, la nouvelle prend les parts de marché. Euh, j'aurais dit les journaux, oui. Là, j'aurais été 100% d'accord avec toi. non, mais les livres, Mais les ça sera livres, la même chose parce que ça va être des livres lus. Ça va être des livres qui seront synthétisés par l'IA ou une IA avec laquelle tu peux converser. Tu pourras faire un film d'un livre. C'est simplement c'est un autre média. c'est une autre manière de consommer. Voilà. Et ce qui est intéressant en fait dans l'écriture, Alors attends, je peux me Mhm. permettre de demander aux auditeurs, aux auditrices de nous dire ce qu'ils pensent de ça en fait. Est-ce que vous lisez encore des livres physiques? Enfin, dites-le nous en commentaire, hein, vu que là Ouais. on est que les deux sur le. Alors moi j'ai un livre à recommander que j'ai pas encore lu, mais j'ai fait un post sur LinkedIn, mais euh, C'est ça- intéressant ce que tu dis parce que toi qui écris des livres avec ton think ah mais je tank, pense que c'est dead. manufacture Ouais, thinking, ouais. et même avec ça, tu dis que les gens ont moins d'appétit Non, je pense pour que un bon livre. ça devient c'est exactement comme le cheval. L'équitation, en fait, il y a 150 ans, c'était la manière de se déplacer et ça l'a été pendant le gros de l'histoire de l'humanité. Si l'histoire de l'humanité, c'est la largeur de l'écran, donc j'essaye de cadrer le truc, voilà, T'es bien, t'es bien. ben, la voiture, elle est arrivée ici, dans ce petit bout. Tout le reste, on était à cheval, Ouais, d'accord? Ou à pied, pour les moins chanceux. ouais. Et Mhm. même, il faut bien s'imaginer qu'il y a une époque où on n'avait pas de selle. Je ne sais pas si tu vois le délire, mais bon. Bref, on a le gros de l'humanité, on l'a fait à dos de cheval pour se déplacer plus vite. Puis tout d'un coup, tu as l'automobile qui arrive, boum, c'est fini. Et maintenant, en fait, l'équitation, c'est un plaisir, un art, une rareté, un truc exquis et délicat qui a totalement disparu en proportion. Plus personne se déplace à cheval. Je te propose, au lieu de faire de déplacement en vélo depuis chez toi, une fois, tu loues un cheval, puis tu vas de chez toi au bureau. Puis on rediscute. Et qu'est-ce que tu fais de ton cheval quand tu arrives à ton bureau? Je Tu fais rentre. quoi? Tu lui trouves une petite mangeoire, tu lui donnes un peu d'avoine, ça se passe bien. Mais probablement que tu finis au ballon. Ah, c'est clair. Je OK. pense que c'est pas Donc, en probablement, fait, c'est c'est sûr. non seulement devenu rare, mais c'est devenu impossible. On dirait qu'il est fou, le mec. Voilà. Donc, en fait, tu peux aller te balader à cheval dans la campagne le dimanche ou tu peux jouer au polo, sport quand même assez élitiste où il faut quand même, ai-je lu, 5 chevaux pour pouvoir, tu vois, parce que ça les fatigue beaucoup. Donc, il faut déjà super bien monter à cheval, etc. Puis avoir quand même du budget parce que d'amener 5 chevaux sur un terrain de sport, c'est quand même pas rien. Bref, donc il y a toujours certainement des gens qui jouent au polo. Il y a des gens qui font de l'équitation pour le plaisir et c'est génial. Il y a des gens qui changent les fers à chevaux, les maréchals ferrants. Bon, tout ça, ça n'a pas complètement disparu. Mais
on est quand même d'accord qu'il y a 150 ans, tu serais venu au travail à cheval et que maintenant, ça n'est pratiquement plus possible, sauf à demander une autorisation à la police ou je sais pas, tu vois. Donc, tu vois dans l'air du temps, dans combien de temps il n'y aura plus de livres physiques? Je pense que ça va aller assez vite parce que si tu veux, ce qui va continuer, ce qui va demeurer, c'est que évidemment que les gens vont continuer à faire des études, à étudier, ils vont se concentrer sur les livres, l'écrit, ça reste extrêmement important. Mais de la même manière, en fait, que l'invention du cinéma, elle n'a pas supprimé la peinture ou elle n'a pas supprimé le dessin, mais le cinéma a pris de la place. Puis maintenant, le cinéma est en train de se faire l'extérieur par les séries. C'est Oui, et puis une espèce d'évolution par de ça. Netflix. Donc, les choses s'empilent, en fait, comme dans un millefeuille. Mais je pense qu'il reste un certain cachet au fait d'écrire. Et surtout, ce qui est intéressant quand tu écris, c'est qu'en fait, tu comprends mieux ce que tu penses. Écrire, c'est penser. C'est un art. Ça Donc, pense, ouais, c'est joli. moi, je conseille vivement d'écrire et de lire. Mais lire sur un écran ou lire sur un livre imprimé, je ne pense pas que ce soit si différent. Ou lire ou écouter un livre lu, parce que l'IA, ça permet ça. D'accord? Ça permet en fait de lire pendant un trajet en train parce qu'on peut l'écouter. Je ne suis Ouais, pas sûr que c'est si naze. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Et ça s'appelle les podcasts sous forme longue. absolument. Voilà. Bon, moi, je vois avec mes enfants, on leur achète toujours des livres, on leur loue des livres à la bibliothèque et tout. Et puis, ils sont contents, quoi. Bon, on leur donne pas d'écran, ils sont encore C'est petits, mais génial. Ça les aide ça aide à structurer leur esprit. Ça aide à pas détruire les mécanismes de concentration. Tout ça, c'est formidable. Mais pour rappel, à l'époque de Socrate et de Platon, les gens pouvaient se rappeler de jours et de jours de conversation à la virgule près. Capacité mémorielle que moi, en tout cas, et probablement toi, on a complètement perdu. Parce qu'on a sous-traité notre mémoire à l'ordinateur, à l'écrit, au stylo, au papier. c'est drôle ce que tu dis. Je discutais avec mon neveu, justement, qui a le PFL, qui a les examens, je crois qu'ils commencent la semaine prochaine. Mhm. Et je lui disais, mais tu as besoin de réviser, en fait? Il me dit, il me regarde comme ça, mais bien sûr, t'es fou. Et en fait, ce que je me dis, en fait, c'est que on n'a plus aucune mémoire, c'est ce que tu es en train de dire. C'est que, il me dit, ouais, c'est depuis le mois de janvier jusqu'à Ouais. maintenant. Je dis, ouais, mais il y a des trucs que tu te souviens plus. Il me dit, ouais, il faut que je me rafraîchisse la mémoire. Oui, on est, du point de vue de la mémorisation pure et La dure, on mémoire est courte. beaucoup, beaucoup Ouais. moins performant qu'il y a 2000 ans. Donc, on a perdu cette capacité à la mémoire. Est-ce si grave? C'est pas grave parce qu'on a des livres, des On perd du temps. ordinateurs, des cassettes pour se souvenir. VHS. En fait, c'est l'histoire de l'humanité. C'est Serre qui expliquait ça. Si tu veux, l'histoire de l'humanité, c'est d'externaliser des fonctionnalités. Par exemple, si tu es comme Charles Ingalls, c'est que tu dois planter des poteaux. Tu sais, là, il est en pyjama et c'est la petite maison dans la prairie. Oh, t'es trop jeune. Mais Oui, c'était j'ai une connu. série américaine. Charles Ingalls, tous les matins, il se levait, il était en pyjama, puis il plantait des poteaux. Ben, si tu plantes des poteaux, tu as intérêt à avoir un marteau. Évidemment, tu peux le faire avec ton poing nu, mais c'est un peu moins efficace. Donc, le marteau, tu externalises cette fonction. Puis, il y a toujours un usage dual où tu peux construire des cathédrales, tu peux aussi taper sur la tête des gens. Mais bref, on fabrique des outils qui externalisent des fonctions. Les lunettes, c'est un outil qu'on se met sur le nez pour moins mal voir ou mieux voir, c'est selon. Et ça permet à plus de gens, ça externalise une partie de la bonne vue, de la bonne vision. Bref, l'histoire de l'humanité, c'est en grande partie l'histoire de l'énergie et l'histoire des technologies, et on externalise des choses. Alors, le papyrus, le papier, l'imprimerie, ce sont des moyens de déléguer la fonction de mémoire à un support externe. Donc, on n'a plus besoin de se souvenir de tout, parce que tout ce qu'on n'aurait pas dans la tête, on l'oublie, et on peut le poser à quelque part pour le transmettre ou s'en souvenir plus tard. Typiquement, les tribus nomades qui avaient qui n'avaient pas encore l'écriture, puis qui devaient se transmettre les histoires, ben, tu peux transmettre moins de trucs. Puis si tout le monde passe sous un éboulement, ben, tout se perd. Le fait de déporter en fait la mémoire sur un support extérieur, c'est plus efficace. Et maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que l'IA, ça accélère ce mouvement parce que ça permet à la fois de stocker les choses puis de retrouver, ça y a cette multimodalité. Typiquement maintenant, si on utilise Google Meets en fait pour utiliser ce truc, on peut très bien avoir des verbatims de tout ce qu'on s'est dit. Ça prend des notes Ouais. comme la Bah, meilleure ça le fait sténo du automatiquement. monde Ouais. et on peut le traduire en farsi si on a envie.
Moi, je parle pas le farsi, malheureusement, mais disons, si d'aventure on était intéressé, on pourrait le traduire en farsi. Et d'ailleurs, Google a fait ce truc où tu as deux personnes qui se parlent et tu as la traduction en simultané, en live. Ouais. C'est pas un encouragement à ne pas apprendre les langues étrangères, parce qu'encore une fois, parler une autre langue, c'est raisonner autrement, c'est avoir un point de vue qui est différent. Mais on peut quand même imaginer que si tu as ce traducteur universel à la Star Trek qui traduit n'importe quelle langue dans n'importe quelle langue, l'intérêt d'apprendre une deuxième, troisième, quatrième langue, il va quand même pas mal diminuer. C'est embêtant parce qu'en fait, on perd, ça appauvrit un tout petit peu le point de vue qu'on aura sur le monde. D'un autre côté, ça va aussi faire de la place pour d'autres choses, peut-être plus de créativité, un apaisement, de concentrer en fait les vies courtes qu'on a pour des choses qui soient plus intéressantes que de manipuler des informations de manière un peu stérile, un peu dans l'esprit de Greber avec son livre Bullshit Jobs. Mais ça va accélérer, à mon avis, la production de savoir. On voit déjà que dans le monde scientifique, c'est le cas. L'IA est en train de faire des progrès fulgurants. Donc, on arrive dans une nouvelle époque. Et ce n'est pas étonnant, en fait, qu'au niveau de la politique, on parlait de Trump, d'Apple, les multinationales qui régnaient en maître ou en maîtresse, ça, c'est en train de changer. Il y a le rapport au savoir, l'école va complètement changer. Je pense que l'organisation de l'État va complètement changer. Un exemple, par exemple, toi, tu es dans quelle commune? Genève? Non. Je vais pas divulguer, Ah, mais je pardon, fais partie du canton de, on va je fais dire, partie du est-ce que la canton de, commune de Genève existe? Oui. c'est la ville, ouais, La ville de canton de Genève, Genève, voilà. ouais, ville de Donc, en fait, Genève. ils ont la Cour des comptes où il y a des mecs qui sont délégués pour aller contrôler comment les sous ont été investis ou dépensés. Bon, maintenant, tu prends tous ces sous qui sont dépensés. Tu ne commences pas à faire des grandes réconciliations comptables compliquées. Tu mets tout ça face à un LLM et puis les citoyens, ils peuvent aller poser des questions. Ouais, ils feront jamais ça. Il n'y a plus de problème. Ils vont le faire. Parce que, avant, c'était impossible. Donc, comme on n'avait pas la technologie pour interroger les finances publiques, on déléguait sa voix à quelqu'un ou à une série de personnes. Mais c'est évident que la digue a déjà sauté. Ils ne l'ont pas vu. On va essayer de prolonger ce modus vivendi, mais c'est évident que ça va se passer comme ça. Bah, on verra. On verra. Sûr. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'ils aiment cette transparence et tout? Tu verras. Juste en parenthèse, pour rappel, je pense que c'est bien pour nous, les adultes, d'utiliser l'IA vu qu'on a appris à lire, à écrire, mais pour les enfants, je crois qu'on en parlait la dernière fois, mais la majorité des gars qui bossent dans la tech à San Francisco, ils mettent leurs enfants dans une école qui s'appelle Waldorf School. Et c'est une école sans écran, tu vois. Donc eux, ils savent exactement les retards que ça cause de mettre un enfant de 2 ans, 3 Alors, ans devant l'iPad. oui, mais attention, il faut faire un immense distinguo entre les écrans donc, qui participent évidemment à la destruction des mécanismes de constitution de l'attention. Donc, c'est vrai qu'avant 12, 13, 14 ans, il faut pas y aller. Après, il ne faut pas négliger aussi une chose, c'est que les jeunes, ils sont beaucoup plus aptes aujourd'hui à s'adapter et à gérer en fait les addictions possibles que des gens comme nous, mais qui ne sommes pas nés avec. Et puis, l'autre point, c'est qu'en fait, l'IA, ça peut être quelqu'un à qui tu parles. C'est pas forcément un écran avec des Ah jeux, oui, ouais, ouais. Mais etc. surtout à Ça partir peut d'un être certain âge. Ouais. ça peut être un tuteur pour l'école qui va s'adapter à tes difficultés ou tes talents particuliers en termes d'apprentissage. Tu Ah vois? ouais, non, c'est clair. Donc, C'est clair. c'est évident qu'il faut vraiment faire un distinguo. C'est pas parce que ce sont les mêmes géants de la tech qui font les deux. Là, là où on était jusqu'à maintenant, c'était l'économie de l'attention. Donc, en fait, Facebook, Instagram, TikTok, tous ces trucs, en fait, ça mange ton temps. Ça mange ta Ouais, vie. Parce ouais, que c'est vrai. ça mange la. Mais c'est pas nouveau. En fait, le patron de TF1, il disait déjà, mon job, c'est de vendre du temps de cerveau disponible. Donc, c'est pas du tout nouveau, c'est juste plus efficace. Et comme c'est plus efficace, si tu exposes des enfants à ces technologies, ça peut prétériter la mise en place, prétériter leur développement, parce que ça empêche ou en tout cas, pour le moins, ne favorise pas la mise en place des mécanismes de fabrication de l'attention. Si on dit, bon, là, on se concentre, on fait notre podcast, ben, on s'attrape et puis on se dit, bon, ben, je fais ça, quoi, je ne pars pas ailleurs. D'accord? Ouais. Donc,
oui, ils font des écoles particulières, mais je pense que ça, c'est pas du tout contre l'IA, c'est contre le fait qu'ils veulent pas vendre gratuit le temps de cerveau de leurs enfants. Ils veulent être sûrs qu'ils arrivent à se constituer, mais s'isoler complètement du numérique, c'est aussi un truc très dangereux. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes générations qui seront AI native, donc qui n'auront pas toutes ces barrières qu'ont les gens aujourd'hui à utiliser l'IA parce qu'ils se sentent un peu comme ça, qui l'utiliseront de manière beaucoup plus fluide et qui seront incroyablement performants. Donc, je pense qu'il ne faut Non, moi, pas je suis tout d'accord mélanger. avec toi, mais à partir d'un certain âge. Comme tu as dit, Mmh. avant 13 ans, je pense pas. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, mais je suis Même moi, d'accord. si mon fils il a 10 et puis il utilise de temps en temps l'ordinateur, il fait des recherches, des trucs comme ça et tout, mais c'est pas longtemps, quoi. Tu vois. Non, non, mais je pense qu'il faut acheter des 33 tours avec Pierre et le Loup et des contes de Grimm. Et c'est bien. Non, mais le problème aussi, c'est que si par exemple maintenant bon là je te challenge, mais c'est la vérité, si tu mets maintenant des jeunes personnes qui ont un peu cette connaissance du monde, tu vois, Mhm. enfin encore un peu limité, ce manque d'esprit critique, tu peux les mettre sur un LLM type ChatGPT qui hallucine complètement et qui va Non, distiller des informations qui sont complètement erronées. c'est pas vrai. Ça, c'est une légende urbaine. Si tu as un compte payant haut de gamme pour les IA performantes, il y a pratiquement plus d'hallucinations. En tout cas, Non, ils t'en sont as encore moins quand même. qu'avec les humains. Non, 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 non. Ou alors, disons, Non, non, il non, peut te donner une version de l'histoire qui n'est pas forcément la non, non, bonne, non, mais non. que c'est Mais pas faux. attends, je te donne deux exemples. Imaginons toi ou moi. Est-ce que tu as un avocat à 800 francs suisses de l'heure à côté de toi, disponible H24? Non, Non. Est-ce que tu as un professeur en médecine pour la pédiatrie, la neurologie, la dermatologie à côté de toi H24? Non. non, Si non tu as plus. besoin d'un spécialiste, c'est la monstre galère. Maintenant, on ne peut pas juste dire ah, de temps en temps, ça hallucine, ce qui est déjà assez faux parce qu'en fait, en 3 ans, ça a énormément évolué. Puis, deuxièmement, est-ce que c'est mieux de ne rien savoir et d'avoir accès à rien ou d'avoir accès à ChatGPT? Je peux te dire que tu es mieux avec ChatGPT, tout en gardant la maîtrise et en sachant que tu dois être le maître d'œuvre de cette chose. Il faut apprendre à le prompter, à bien l'utiliser, puis à pas tout prendre pour argent comptant. Mais entre l'ignorance crasse et un outil comme tous les outils dont il faut évidemment approcher les réponses avec méfiance, il n'y a pas photo. De dire aux gens qu'en fait, ChatGPT, c'est dangereux, c'est les maintenir c'est une espèce de prolongement d'un Moyen-Âge numérique délétère. C'est de souhaiter aux sans-dents que jamais les poules n'en aient. Tu vois, allusion. Il faut garder son esprit critique, je pense. Ouais, C'est ça le je suis plus d'accord, important. mais bien sûr. Mais oui, ok, on garde notre esprit critique, comme pour tout. Quand on lit un post sur X, pour tout, c'est Et il OK. y en a qui l'ont perdu juste avec la télévision, hein. Ils vont sur BFM ou ces machins et tout, et ils Ouais. croient à tout ce qu'on dit. Moi, je vais te dire, je pense qu'en fait, ce sont plus les structures, les élites qui ont perdu leur capacité de jugement que les gens. Moi, je pense des deux côtés. Mais les Ah, moi, élites, je oui, pense c'est plus du côté, l'entre-soi dans toute sa plus, splendeur, et puis ils se plus du mélangent côté pas. Et du puis, haut. Ouais. tu penses plus, ok. Ouais. Parce que quand tu as un peu à perdre, c'est plus dur de voir le réel, mais au bout d'un moment, il vient puis il te pique les fesses. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Ok, ok, ok. Donc on verra par rapport. Enfin, c'était une jolie parenthèse sur les livres. Ouais. Et puis on verra comment ça se passe. Mais si c'est ça, ça sera. Je vais pas dire triste, hein, je vais pas être nostalgique, mais ça sera intéressant de voir comment ça se profile. Moi, je trouve pas ça triste. Les livres gardent tout leur intérêt et leur pertinence, surtout écrire. Pourquoi on dit aux gens de lire et pas d'écrire? C'est vrai. Tu t'es jamais posé la question? Non, jamais. Ouais. Ben, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, quand tu écris, tu développes une pensée propre et tu sais beaucoup mieux ce que tu penses. Quand on dit aux gens, vous ne pouvez que lire, ça veut dire, c'est Mm. moi qui vais vous dire ce que vous devez penser. Mm. C'est vrai. Tu vois le renversement. C'est pas si dur d'écrire. C'est dur, mais c'est un exercice un peu physique. Mais en fait, on pourrait. Moi, je serais plutôt. Alors, je prendrais plutôt le point de vue suivant. Écrivez. Il n'y a pas besoin Mm. de publier, c'est autre chose. Hein, mais euh, écrire. Parce que on a une pensée qui est différente quand on écrit, quand on met les choses, quand on couche les choses sur le papier. Déjà, on écrit toujours pour quelqu'un et en fait, ça permet de mieux savoir ce qu'on pense.
lire, c'est se nourrir d'idées du monde, mais en fait, un film, c'est quelque chose qui peut te nourrir. Le cinéma, ça peut aussi avoir de très bons côtés. La musique, l'art, il y a mille et une choses. L'observation du genre humain, élever ses enfants. Il y a mille et une choses, en fait, qui nous enseignent. La nature, tu vois. Il y a plein de sources, en fait. Et pourquoi, qui écrit des livres aujourd'hui, puis pourquoi ils tiennent tant à ce qu'on lise? C'est peut-être parce qu'il faut suivre le message. Alors que je pense, moi, que le vrai conseil à donner aux gens, c'est écrivez. Ouais, c'est beau ça. Ça, c'est devenir l'acteur de sa pensée. Et Ouais. en fait, plus on écrit, plus on a de plaisir à lire, bien sûr. Ça, j'adhère à 100%. Ça, Tu vois? t'as eu une illumination. Ouais, franchement. Mais oui, on est Ouais. bon. Mais alors, tu dirais quoi? Tu écrirais à la main ou tu te dis tu te lances avec un LLM? Non, non, tu écris toi à la main, on s'en fiche. Ok. Tu peux le faire avec un LLM si tu as du mal, tu peux lui dire. C'est pas ça. Il y a différents niveaux dans l'écriture. Tu peux évidemment, après, tout le monde n'a pas besoin de faire une prose finement ciselée qui est difficile à faire avec une patte d'écrivain, si tu veux. On s'en fiche. Ça, c'est la même différence entre s'habiller comme un dandy ou s'habiller. Là aujourd'hui, les gens n'écrivent pas, ils sont à poil. Et en fait, moi, ce que je leur Mm. dis, c'est mettez-vous au moins un slip et une toge. Puis si vous pouvez vous faire un costume sur mesure, c'est bien. Mais ce n'est pas nécessaire. Mais il faut s'habiller. Et je pense que dans le monde dans lequel on arrive, en fait, écrire, c'est s'armer beaucoup plus que de lire. Et je suis Ouais. très frappé, en fait, de voir qu'on nous dit tout le temps, mais parce que, imagine, par exemple, si tu écoutes, si tu écoutes un livre lu de Rick Rubin. Rick Rubin, c'est un producteur de musique, un des meilleurs et un des plus prolixes. En fait, tous les grands artistes, ils vont chez lui pour arriver à retrouver leur processus créatif. Alors oui, toutes ces interviews, elles sont en anglais. Alan Watts, toutes ses conférences, elles sont disponibles. Moi, je les ai achetées sur Audible. C'est des dizaines d'heures de conférences. Et c'est hardcore parce que c'est mal enregistré, c'est les années 60-70. Il y a du bruit et tout. Mais ce mec, c'était un gars absolument extraordinaire. Un des premiers qui est allé en Asie pour ramener, enfin, dans les grandes années de la Silicon Valley, la sagesse orientale. C'est absolument génial ce qu'il propose. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout, mais tu peux l'écouter. C'est un livre lu, ce sont des conférences, c'est quelqu'un qui déploie sa pensée. Écouter Michel Onfray qui parle sur les plateaux de télé régulièrement, c'est pas à lire, mais c'est penser avec lui. Mm. D'accord? Parce que quand on lit ou qu'on écoute quelqu'un, il faut toujours prendre du recul, se demander d'où il parle, d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il dit ça, quel est son intérêt, est-ce que ça a du sens, essayer de corréler ça avec son expérience personnelle, etc., stimuler une réflexion. En fait, lire, c'est un des actes qui contribue à se nourrir intellectuellement. Puis de la même manière qu'en fait, on ne va pas manger que des McChicken du McDo tout le temps. De temps en temps, c'est bien, mais tout le temps, c'est rude. Il faut avoir une espèce d'écologie informationnelle et spirituelle qui soit un peu saine. Il faut diversifier les sources d'information. Et dans ce mouvement-là, en fait, mener une réflexion propre parce qu'on a ingurgité toute une série de choses, puis proposer en fait un texte, une pensée, ce qu'on fait là, en fait, c'est Mm. écrire. Tu vois, on se dit, tiens, il se passe ça dans le monde. Qu'est-ce que ça nous dit du monde? Qu'est-ce qu'on en pense? Ça ne veut pas dire qu'on a raison. Mais le fait que toi et moi, on s'exprime là-dessus, tout d'un coup, ça change en fait ton rapport au monde. Et moi, je pense que c'est un changement qui est beaucoup plus puissant que le fait que uniquement de lire comme ça pour soi, euh, prudemment, etc. C'est plus intéressant, c'est plus fort. Et ChatGPT, ça aide à faire ça. Mais il n'y a pas besoin, moi j'ai besoin de ChatGPT pour écrire, mais si tout d'un coup tu as une idée qui est pas très bonne, tu peux t'appuyer sur cette béquille pour essayer de gagner du temps, de passer la première page, de faire un plan, Ouais, le tu vois. syndrome de la page blanche, de commencer Mhm. avec déjà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et Franchement, d'ailleurs, c'est. tu nous prépares à chaque fois avant ces podcasts un petit brief d'une ou deux pages sur l'actualité avec des éléments pour que, ben voilà, pour que Younes et moi, on soit un tout petit peu raccord, même si bon, on part en freestyle la plupart du temps. N'empêche, euh, tu utilises certainement l'IA et merci parce que
as une idée, tu as un instinct, tu fais le producer, tu vois différentes choses, tu prends des pistes et des liens qu'on s'envoie toute la semaine. Puis du coup, l'IA, ça fait une mise en forme. Ça ne veut pas dire qu'on est des ploucs, ça veut dire qu'on peut faire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus gain de temps, c'est clair. dans cet outil. Bah là, typiquement, le programme du jour, je l'ai fait en un quart d'heure avant qu'on discute. Non, mec, On n'avait prends pas ton de stylo, sujet. Et puis... une page A4, puis tu fais ça tout seul sans les internets, good luck. Hein. Non, moi, je dis ça, je te titille un petit peu, hein, c'est mon esprit critique. Et puis mettre du côté des gens qui sont pas pour l'IA, mais c'est vrai que moi, j'utilise énormément Grok, beaucoup moins ChatGPT maintenant. Mais c'est vrai que j'écris beaucoup. Enfin, je prends énormément de notes, j'ai toujours des petits cahiers comme ça et tout, où Voilà. j'en fais ça. En tout cas un par mois, un mois et demi. Quoi. Écrire, survivre dans le monde d'aujourd'hui, c'est écrire. Parce que c'est porter la plume dans la plaie. C'est une action. Ouais. C'est plus. C'est fabriquer. C'est mieux. Ok. Je pense qu'on va finir là-dessus. Est-ce que tu as un message pour Tim Cook, le CEO d'Apple? Tu veux lui donner un tips ou bonne chance. Contact sur elitebrain.io ou... Surtout pas. Mon Dieu, tu t'imagines l'imbroglio politico-militaro, oh mon Dieu, non. Il est ultra dangereux. Et, juste Tim Cook essaye de ne pas foirer parce que moi j'aime beaucoup les Macs. Donc, petit effort. Tim Cook, bonne chance. Moi, j'aime plus Apple là. Après la dernière mise à jour, quand mon téléphone il m'a lâché, j'ai pris un Android comme je disais, j'ai essayé de tout transférer, c'était une galère donc. Puis là, tu es bien sur Google Pixel ou bien? Ouais, très bien. Franchement, très très bien. Je rebasculerai plus sur du iPhone. D'ailleurs, j'encourage tous les auditeurs et les auditrices à boycotter Apple. énorme. Passer à Android, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Ben voilà, c'est la recommandation du channel. Pascal. Salut, à tout vite.